réunir à cette réunion pour parler d'un sujet qui me semble devrait aller de soi. Mais enfin, je sais qu'il y a des coins encore dans notre société où c'est pas complètement accepté que ce sujet-là, il aille de soi. C'est pour ça que je suis un peu surpris aussi, même si je sais bien qu'il y a encore des coins comme ça, je suis un peu surpris qu'on m'invite pour parler de ça. Je suis loin d'être un spécialiste de ces questions, sauf que ça m'intéresse beaucoup, puis que depuis 5 ans que je suis dans le québécois, j'ai eu l'occasion, à même des dossiers sur lesquels on régulier dans le domaine minier, de voir à quel point ce sujet-là, qui est le syndicalisme, donc, a une importance vitale, comme d'ailleurs pour les travailleurs du monde entier. Tout en n'étant pas un expert, bien sûr, suivant un peu les événements, je me dis pourtant ça devrait être devenu inutile de prêcher les vertus essentielles du syndicalisme. Syndicalisme, évidemment, qui est celui, pour employer un proverbe que tout le monde connaît, qui réalise la force que fait l'union, à condition que l'union soit libre, qu'elle est, et libre, ça veut dire qu'elle est, de quelque façon que ce soit, sa totale, complète indépendance vis-à-vis des employeurs, des patrons. Et vous, ça, il me semble que ça nous a coûté le sens d'union véritable, du côté des travailleurs, des ouvriers, à quel point ça peut coûter cher. Et à part ça, on n'a pas besoin d'être vieux comme Mathusalem. Il suffit d'avoir vécu, disons, 5 ou 30 années, à peu près conscient, chez nous comme ailleurs, encore une fois, pour savoir à quel point ça a coûté cher aussi d'arriver, peu à peu, péniblement, à faire cette union des travailleurs et à en obtenir les résultats. Que ça devrait être éblouissant pour tout le monde. Il paraît que ça ne l'est pas. Pourtant, prenez un coin comme la Gaspésie, ou moi de ce genre-là. Prenez le cas de quelqu'un qui est élevé en Gaspésie. En Gaspésie, il y avait des pêcheurs, des bûcherons, à peu près 90% de la population, et qui, dans le temps, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, où j'étais petit gars, étaient exploités à un point qui, aujourd'hui, paraît invraisemblable, par des grosses compagnies. Dans le cas des pêcheurs, c'était les Robin Jones, et puis dans le cas des bûcherons, c'était les compagnies qui se découpent, qui s'étaient découpées, qui se découpent encore, les limites à bois de la Gaspésie, et qui emploient encore des gens en travail saisonnier dans la forêt. À ce moment-là, tout le monde était divisé. Il n'y avait pas d'union d'aucune sorte. Et c'était littéralement, prends ce qu'on t'offre ou bien va-t'en chez vous. Et ce qu'on offrait, bien évidemment, c'était pas assez pour vivre. Ce qui fait que ce soit l'alimentation des familles, que ce soit le minimum vital dont n'importe qui a besoin pour se loger convenablement, se nourrir décemment, faire instruire les enfants au moins un peu, était toujours tellement marginal qu'on ne savait pas si on pourrait survivre dans ces familles de pêcheurs ou de bûcherons. Et puis, il est venu des hommes, enfin moi je me souviens qu'en Gaspésie, le premier, je crois, qui est secoué un peu l'impossibilité d'arriver à cette force des travailleurs mettant leurs faiblesses ensemble pour que ça fasse une force. C'était, entre autres, le premier évêque de Gaspé, Monseigneur Ross, et puis d'autres religieux comme laïcs, qui, sous la forme de coopératives, ensuite de syndicats, et puis ça s'est développé, mais péniblement, ont réussi à introduire là-dedans, sous la forme des pêcheurs unis, par exemple, et puis des premiers syndicats de forestiers, ont réussi à introduire là-dedans un minimum de cohésion, d'union des gens qui, un à un, étaient absolument insignifiants, incapables de se défendre, exposés, pas exposés, mais condamnés à se faire exploiter aussi longtemps que la situation ne changerait pas. Et ça, c'est vrai, cette vérité absolument fondamentale, en tout cas tant qu'on n'aura pas une société tellement bien civilisée, là, que tout le monde va être des anges, puis ça sera probablement dans un autre monde. C'est vrai dans tous les secteurs de la société, qu'il faut l'union. Tout le monde s'en rend compte. Tous ceux qui ont quelque chose à offrir ou à vendre sentent ce besoin-là. Que ce soit les manufacturiers, avec leur association de manufacturiers, ou bien les professionnels, par exemple, pour défendre leurs privilèges ou leur position dans la société, ils se font faire des lois spéciales, qui s'appellent le barreau, qui s'appellent le collège des médecins, mais c'est des unions. Et c'est des unions sérieuses dans une société comme la nôtre, par exemple. Je veux comment toucher aux privilèges des médecins ou des avocats qui défendent soigneusement. Il faut y penser plusieurs fois. Parce qu'ils ont quelque chose à offrir, et sachant qu'ils sont quand même en groupe, un intérêt particulier dans l'ensemble de la société, ils ont trouvé le moyen de s'unir pour mettre en commun les intérêts qu'ils ont à défendre ou à mousser. C'est vrai aussi pour les marchands détaillants, c'est vrai partout où il y a des groupes qui sont conscients du fait que la chose qu'ils ont à offrir sous la forme de services, de marchandises, quelque forme que ce soit, peut être mieux poussée et peut être plus rentable pour eux
si ils la défendent ou la moussent ou la poussent ensemble, en groupe, unis. Voilà. Qu'est-ce que, dans une société industrielle, et dans ce contexte-là, là où tous ceux qui ont quelque chose à vendre, à offrir, qu'est-ce que c'est la position de l'ouvrier? Puisqu'on a mis un tableau, c'est bien de s'en servir, on ne mettra pas beaucoup de chiffres, juste pour établir quand même les deux pôles, les deux morceaux essentiels de la partie industrielle d'une société comme la nôtre. Vous avez le capital. Supposons que c'est les deux plateaux de la balance. Vous avez le capital, et puis vous avez le travail. C'est les deux mots classiques. Alors, depuis presque toujours, en tout cas depuis, disons, le temps de la Révolution française, depuis 200 ans à peu près, le capital avait tous les droits. C'est-à-dire les propriétaires avaient tous les droits. Au début, enfin disons au siècle dernier, il y a encore 50 ans, les propriétaires de l'industrie, des grandes entreprises, ça pouvait être encore des gars. Ça ne les rendait pas plus angéliques, ça ne les rendait pas plus méchants, mais ça pouvait être encore des gars qu'on pouvait identifier. Ils étaient propriétaires, on savait qui c'était, monsieur un tel ou une réunion de messieurs qu'on connaissait. Et puis le capital, il est devenu anonyme dans la plupart des cas dans les grandes corporations. Ça, c'est ce qui se produit de plus en plus à notre époque. Le capital, c'est pas M. X, c'est M. Personne, c'est des actionnaires qu'on ne connaît pas et qui, en général, n'ont même pas d'influence dans la compagnie. Il y a des gens qui dirigent et qui se perpétuent les uns après les autres à la direction des grandes entreprises. Ce qui est, par exemple, singulièrement vrai dans les grandes entreprises minières. La Noranda, par exemple, en Québec, qui est une entreprise qui appartient à un bureau-chef qui est à Toronto, qui a des entreprises ici et là, dans le Québec comme ailleurs dans le pays, dont les actionnaires sont dispersés, dont le management, la direction générale à Toronto, peut se perpétuer plus ou moins indéfiniment. C'est normal. C'est anonyme. Et l'anonymat du capital complique encore, dans un monde où cette partie-ci serait trop faible, où le travailleur serait trop faible, complique encore le problème de mettre un minimum de justice dans la société parce que tout ce qui est anonyme est plus ou moins irresponsable. Et alors on peut aller jusqu'au bout, sans même prétendre avoir une conscience là-dessus, parce que celui qui dirige n'est pas propriétaire. Peut aller jusqu'au bout des vieux motifs qui étaient absolus dans la société où les patrons ou le capital dirigeaient tout. Par exemple, le motif profit. C'est évident que si on met du capital dans une entreprise, on veut en retirer dans un contexte d'entreprise privée, là, que ce soit n'importe quelle entreprise privée, on veut en tirer le plus de profit. Le profit, s'il n'est pas contrôlé, et le besoin du profit qui est intense, il faut beaucoup de profit pour garder ses jobs quand on est dirigeant d'une compagnie, par exemple, puisque les actionnaires, quels qu'ils soient, il y en a toujours des gros, avec les petits qui sont très nombreux, dans les plus grandes entreprises, il y a une exigence du profit. Parce que l'actionnaire qui met son argent là-dedans, si loin qu'il soit de l'entreprise, il veut que ça profite, ça rapporte. Et alors, le profit, quand il n'y a pas un contrôle sur cet appétit normal du capital qui veut avoir du rendement, ça mène à des abus. Des abus qui ont été dans le temps. Mais dans le temps, ça ne veut pas dire il y a 5 siècles ou il y a 1000 ans. Il y a encore 50 ans puis 100 ans, c'était courant, le travail des enfants, par exemple, à des 10, 12, 14 ans, le travail des femmes n'importe où et dans n'importe quelle condition, les salaires qui étaient littéralement des salaires pour juste empêcher les gens de crever de faim, et puis, si t'es pas content, prends ton paquet. Parce qu'à ce moment-là, dans l'autre plateau de la balance, et pendant très longtemps, les lois, l'État lui-même, parce que la balance, ça doit avoir une sorte de régulateur au milieu qui s'occupe du bien commun, de l'intérêt général au milieu des intérêts particuliers, qui s'appelle l'État. Or, pendant longtemps, dans le genre de société où on était, puis pendant longtemps, jusqu'à pas tellement longtemps, l'État, il appartenait au capital, à toute fin pratique, au patron. Il était de la même famille. Et il n'y a pas des siècles que dans le Québec, on a connu la police, les matraques, etc., qui automatiquement sortaient uniquement pour aider les patrons. Alors, il y avait toujours des bonnes raisons. L'ordre social était menacé. Mais l'ordre social qui était menacé était l'ordre social du patronat.